Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette troisième table ronde de la matinée et on va parler des Bell Labs. Alors ces Bell Labs fêtent leurs 100 ans, 1925-2025, 100 ans couronnés par des inventions et non des moindres, des inventions qui ont changé nos vies, le téléphone, le transistor, récompensé par un prix Nobel de physique, le laser, les satellites, les cellules photovoltaïques et tant d'autres. Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui 3 chercheurs des Bell Labs qui sont venus partager avec nous leurs travaux de recherche et d'innovation, le tout dans un dress code singulier, comme vous pouvez le voir. Et on commence bien sûr avec Internet. Alors, on a parlé de la table ronde juste avant des data centers, et là, on comprend bien, Internet est partout, est au cœur du sujet, et notamment ces câbles optiques. Alors, ils sont autour du globe, dans les fonds marins, on l'a évoqué aussi, et notamment à des endroits où aucune infrastructure humaine n'est présente. Du coup, ces câbles intéressent de plus en plus de monde, notamment la recherche, qui voit une formidable occasion de les transformer en capteurs. C'est le sujet de notre première invitée, Patricia Laec. Vous êtes directrice d'équipe à Nokia Bell Labs et vous travaillez juste à côté. Donc voilà, bienvenue chez vous. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc aujourd'hui, oui, je vais vous parler de sensing sur fibre optique. Et le sensing, donc, c'est la détection d'événements extérieurs. Donc, tout commence par ce message d'erreur que malheureusement nous rencontrons de temps en temps sur nos ordinateurs. Mais par contre, ce que nous ne soupçonnons pas, c'est qu'est-ce qui peut se cacher derrière ce message. Et parfois, c'est simplement cette petite bête toute mignonne qui est la cause de nos soucis. Donc en fait, ce rongeur a tendance à confondre les câbles optiques avec son repas. Et donc il mâchouille sans scrupule notre connexion à Internet. Donc comment fait-on pour accéder à Internet ? On a environ 2 grands types de technologies possibles. Donc la technologie mobile, vous avez tous dans votre poche un smartphone qui peut se connecter à Internet. Et l'autre type de technologie, c'est la fibre optique qui représente le cœur du réseau Internet. Donc une des caractéristiques principales qui les distingue, ce sont la distance de propagation de ces signaux. Donc dans le mobile, on a une faible distance de propagation, quelques dizaines de kilomètres, alors que dans la fibre optique, on peut vraiment transmettre sur une très longue distance, puisque la fibre possède très peu d'atténuation. Et également, il y a une deuxième technologie qui nous permet d'atteindre ces longues distances, c'est l'invention de l'amplification optique. Donc cette invention a été réalisée par un chercheur français, Emmanuel de Survire, qui a travaillé au Bell Labs et qui a ensuite travaillé ici, pas très loin, sur le plateau. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, une fibre optique, c'est donc épais comme un cheveu, donc environ 125 micromètres de diamètre. Et à l'intérieur, on peut transmettre énormément d'informations en parallèle. Donc, on peut avoir, par exemple, une centaine de canaux. Et sur chacun de ces canaux, on a une modulation de plus de 100 gigabits par seconde. Et parfois, ça peut même aller beaucoup plus élevé en débit. Donc, comme l'a dit précédemment, donc la fibre est déployée partout. Donc ici, je vous montre une carte des câbles sous-marins déployés aujourd'hui. Donc c'est une carte qui date de janvier 2025. Donc on peut donc voir la bonne connectivité qui relie tous les continents entre eux et également une bonne couverture des mers et des océans. Pour le réseau terrestre, vous pouvez imaginer une façon similaire au réseau routier, donc avec le réseau autoroutier, les routes nationales et les routes départementales, qui permettent une desserte donc, du niveau national jusqu'à une desserte plus locale. Donc maintenant, je vais vous parler plus en détail de sensing. Donc la technologie traditionnelle du sensing, c'est d'utiliser des capteurs dédiés. Et ces capteurs peuvent être de plusieurs types. Par exemple, un capteur acoustique ou de pression. Donc, cette technologie est vraiment très sensible. On peut capter de très petits événements. Et elle a également l'avantage d'avoir une localisation de cet événement de façon très précise. En contrepartie, on a besoin donc de matériel dédié, donc émetteur-récepteur, mais aussi de fibres dédiées, ou à minima d'un canal dans le réseau de transport télécom. La distance parcourue est d'environ 100 km. Donc, on représentait sur le schéma un schéma. Donc, le laser, c'est à la fois ici l'émetteur et le récepteur. Donc, on va émettre une source lumineuse avec des impulsions, et le capteur va en fait récupérer les réflexions lors de la fibre. Donc, lorsqu'il y a un événement qui impacte la fibre, on va avoir des réflexions au niveau de cet émetteur-récepteur.
Donc une deuxième technologie qui révolutionne en fait le monde du sensing, c'est la réutilisation des équipements télécoms. Et quand je parle de réutilisation, je parle de la réutilisation des émetteurs, des récepteurs, de toutes les fibres évidemment, mais aussi des signaux. On n'a pas besoin d'émettre des signaux particuliers. On peut s'appuyer sur l'information transmise pour regarder par exemple une vidéo pour pouvoir faire du sensing. Du coup, cette technologie, elle est vraiment très bon marché puisqu'on réutilise 100% de l'équipement télécom et on peut donc parcourir de très longues distances. Donc ici, sur le schéma, j'ai représenté un chemin optique en bleu, par exemple dans un réseau terrestre, et le capteur va se situer seulement à la réception. Et on peut donc mesurer à partir d'un seul capteur tout le chemin qui peut faire des milliers de kilomètres. L'inconvénient majeur, c'est donc c'est une technologie qui n'est pas très sensible, et donc on va capter surtout des événements assez gros. Donc comment fait-on pour réutiliser le récepteur télécom pour le sensing ? Donc il faut savoir qu'on s'appuie sur la technologie dite cohérente qui a été commercialisée dans les années 2010. Et donc cette technologie en fait émet un signal sur les deux polarisations de la lumière. Donc ici représentée sur ce schéma, donc en bleu la polarisation verticale et en rouge la polarisation horizontale. Donc on envoie ce signal dans la fibre qui subit une atténuation, mais également beaucoup de distorsion. Du coup, en réception, on a plutôt un nuage de points. Et donc, le récepteur cohérent va appliquer des algorithmes de traitement du signal afin de remettre en forme, en temps réel, ces distorsions pour pouvoir récupérer l'onde émise initialement. Ça nous permet d'avoir peu d'erreurs de l'information et de la décoder correctement. Et donc, grâce à ces étapes de traitement de signal, on peut aussi extraire une autre métrique qui s'appelle l'état de polarisation. Et c'est cette métrique que l'on va utiliser pour le sensing. Donc, cette métrique, en fait, peut se représenter sur la sphère de points carrés. Et donc, j'ai une petite vidéo pour vous montrer la sensibilité. Donc, lorsque je touche la fibre, on voit l'évolution des mouvements de l'état de polarisation sur cette sphère. Donc, grâce à tout ça, on va pouvoir vraiment transformer notre infrastructure télécom en un réseau de capteurs. Donc, pour quelles applications ? Donc, on peut distinguer plusieurs types d'applications. Un premier type, ce sont celles liées à la sécurité. Donc, j'ai pris quelques articles de presse pour vous donner quelques exemples. Donc, un premier exemple, ce sont les coupures de câbles sous-marins. Et notamment, dans ces derniers mois, on a vu pas mal d'actes de sabotage en mer Baltique. On a également, lors d'événements majeurs, des sabotages qui peuvent être synchronisés. Donc, par exemple, ici, fin juillet 2024, pour les JO de Paris 2024, on a eu juste avant des actes synchronisés de sabotage d'Internet. Et de manière un peu plus cocasse, un troisième exemple, c'est lorsque certaines personnes cherchent à récupérer du cuivre et donc vont coupler des câbles pour pouvoir le revendre. Mais malheureusement, de plus en plus souvent, ce n'est pas du cuivre, mais des fibres optiques. Et donc, ils ne récupèrent que du verre qui ne coûte pas grand-chose. Par contre, en contrepartie, ils peuvent priver comme ça de grand-mère d'Internet leur pays pendant plusieurs heures. Donc l'idée sous-jacente à la sécurité, en fait, c'est de pouvoir détecter des signaux précurseurs afin de pouvoir, si possible, espérer prendre les coupables en flagrant délit. Donc un deuxième type de risque, ce sont les risques environnementaux. Donc un premier exemple, ce sont les séismes. Donc bien sûr, on a des capteurs sismographiques qui sont déployés dans le globe, mais on a peu de capteurs dans le monde sous-marin. Et donc là, on a un grand avantage en fait à utiliser les câbles sous-marins pour pouvoir détecter ces séismes et ensuite avoir un impact sociétal sur la population afin de prévenir le risque imminent, par exemple, d'un tsunami qui pourrait être à proximité du séisme qui a lieu dans un océan. Un deuxième exemple, ce sont les risques météorologiques. Donc il faut savoir qu'on a une bonne partie des câbles terrestres qui sont déployés de manière aérienne. Et donc ces câbles sont sensibles aux événements météorologiques d'envergure, tels que dans cette image, une tornade. Mais ils permettent aussi de détecter, par exemple, les feux de forêt. Un troisième exemple, ce sont les risques naturels. Et là, j'ai remis mon petit rongeur, puisque c'est quand même une cause principale de coupure de fibres, comme il grignote les câbles. Donc, au-delà de l'impact sociétal qu'on peut avoir grâce à cette nouvelle application, on cherche également à protéger le réseau Internet et on voudrait prédire les coupures de fibres avant qu'elles n'arrivent. Donc c'est la dernière partie et le travail de recherche que l'on effectue depuis plusieurs années dans mon équipe, pour lequel on va s'appuyer sur l'intelligence artificielle. Donc on a 3 grandes étapes pour pouvoir détecter ces coupures de fibres et les prédire. La première étant la détection d'anomalies.
avec un déclenchement d'alarme et surtout un eurodatage du début de l'événement. La deuxième étape, c'est quand on a enregistré donc une mesure de l'état de polarisation, on va pouvoir faire appel à l'apprentissage machine pour retrouver quel événement a été détecté. Et ensuite, la troisième étape, c'est la localisation de cet événement. Donc on va s'appuyer sur l'eurodatage effectué à l'étape numéro 1 et également à la synchronisation précise entre les émetteurs et les récepteurs. Donc les réseaux télécoms sont bidirectionnels, donc quand on émet de Paris à Marseille, on émet également de Marseille vers Paris, ce qui nous permet cette synchronisation. Donc nous avons effectué une première démonstration mondiale en 2018 de cette preuve de concept avec ce petit robot qui nous crée nos événements, donc style séisme ou séisme en laboratoire ou attaque sur nos fibres. On avait notre récepteur temps réel qui nous permettait de faire la mesure puis la classification juste ensuite. Et donc depuis, cette solution a été industrialisée par les équipes de Nokia. Et nous avons à disposition ici, lors de cette conférence, donc ce n'est pas dans le hall, mais dans la salle des expositions au niveau -1, vous pouvez voir la maquette qui marche en direct, qui intègre toutes les innovations dont je viens de vous parler juste avant. Je vous remercie pour votre attention. Vous venez donc d'évoquer l'intelligence artificielle qui a servi à paramétrer tous ces risques, et ça tombe bien parce que c'est d'intelligence artificielle dont on va continuer à parler. L'intelligence artificielle qui est bien évidemment la grande invitée de ce Paris-Saclay Summit pour sa 2e édition. Elle révolutionne aussi le secteur des télécommunications. Aujourd'hui la 5G, demain peut-être parlerons-nous de 6G ici. Alors quand l'IA révolutionne l'approche même de la communication, c'est Alvaro Valcarce, chercheur et directeur du département IA Machine Learning chez Nokia Bell Labs France, qui nous en parle. All right. So AI, it's all over the news, and as you all know, it's changing every sector of technology, of course. Radio networks are no exception. Et bien sûr, les réseaux de radiodiffusion ne sont pas épargnés. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment l'intelligence artificielle ne fait pas qu'améliorer la communication sans fil, mais nous permet également de complètement repenser comment les réseaux sont construits et comment ils évoluent. Après un siècle de progrès, notre technologie a évolué, bien sûr. Marconi et Bell Labs ont été vraiment une force très importante au cours du siècle passé. Et toutes les télécommunications qui permettent la télécommunication sont liées à notre à Bell Labs. Et aujourd'hui, nous avons une meilleure couverture, des téléchargements plus rapides, mais il faut bien reconnaître que nous travaillons avec les mêmes systèmes depuis près d'un siècle et demi. Donc, les vraies révolutions deviennent de plus en plus rares. Et dans les réseaux de radiodiffusion, ils sont construits de manière conventionnelle avec des règles fixes, des paramètres prédéfinis et fonctionnent bien dans les centres de ville comme le centre de Paris. Mais ils ont du mal à s'adapter à des situations inattendues ou des situations un peu nouvelles, comme lorsque l'on construit de nouveaux bâtiments à côté du site radio ou lorsqu'il y a des drones qui sont utilisés ou même, par exemple, imaginer le déploiement sur des surfaces d'autres entités planétaires. Mais comme vous le savez, l'IA peut apprendre, peut s'adapter et peut même se former sur site en utilisant les données de votre site radio. Donc avec des réseaux qui reposent sur l'IA, au lieu d'adopter une approche unique, eh bien, on permet au réseau d'apprendre au fil du temps quelles sont les règles qu'il faut suivre. Et c'est ce que l'on appelle the AI Native Air Interface ou AI, une nouvelle façon de penser comment ces réseaux devraient être construits et développés. Alors, je vais vous en parler un petit peu plus et vous parler un peu plus d'un domaine sur lequel le AI
a déjà des répercussions, à savoir la couche physique des systèmes radio. Donc, cette couche physique a une tâche très simple et cependant vitale. Elle prend les données que vous voulez envoyer, les protège pour pouvoir survivre aux déplacements via les ondes et les transmet via les antennes vers son destinataire, où une autre couche physique de réceptrice récupère toutes ces données. Pendant des décennies, les principes sur lesquels ce processus reposait, qui avait d'ailleurs été créé par des légendes des scientifiques de Bell Labs comme Nyquist, Shannon et Hamming, n'ont pas bougé. Il y a eu des améliorations, mais les méthodes centrales n'ont pas changé. Mais maintenant, pour la première fois, avec l'IA, nous avons la possibilité de remplacer certains de ces fonctionnements fondamentaux en utilisant l'apprentissage automatique. Pourquoi opter pour cette option? Puisque les choses fonctionnent bien depuis un siècle, plus ou moins. Eh bien, tout simplement parce que chaque maillon radio est unique. Et avec l'IA, nous pouvons adapter les systèmes et récepteurs radio aux conditions spécifiques d'un endroit sur lequel elle va être déployée. Et donc, c'est là qu'entre en jeu DeepRX. Il s'agit d'un récepteur reposant sur l'IA qui a été développé au sein de ce cadre AI. Donc, c'est un récepteur qui est pensé vraiment pour une plus grande justesse et un débit binaire de décodage. Et donc, Jan Lukens à Bell Labs a construit DeepRX. C'est assez similaire à la façon dont l'IA aujourd'hui analyse les photos. Donc, si l'on pense à un signal radio, on pourrait dire que c'est un cliché qui est pris des ondes. Et donc, le système pourra utiliser ce cliché pour conclure de lui-même comment récupérer au mieux les informations qu'elle contient. DeepRX permet au récepteur radio d'apprendre de lui-même comment mieux gérer et mieux récupérer les données plutôt qu'utiliser des règles prédéfinies. Donc, pour le moment, ce n'est pas encore un produit commercialisé, DeepRX. Mais nous avons déjà conduit des démonstrations avec nos partenaires, des démonstrations live, et nous ajoutons de nouvelles caractéristiques pour avoir plus de capacité d'antennes, de bandes passantes, etc. Aujourd'hui, il y a encore quelques barrières qu'il nous faut encore lever. Mais je pense que DeepRX est un exemple probant de la façon dont l'IA peut changer notre façon de penser la fabrication et la conception des récepteurs. Très bien. Donc maintenant que vous avez compris la couche physique et que vous êtes tous et toutes des experts et expertes, je vais vous parler d'un autre domaine sur lequel l'IA peut nous aider à trouver de nouvelles façons de procéder, plus innovantes. Tout d'abord, il faut regarder comment un message texte se déplace au travers de toutes les différentes couches. Donc, ici, il s'agit en fait tout simplement d'étapes à suivre pour s'assurer que votre message soit bien livré de manière fiable à votre destinataire. Bon, si vous ne comprenez pas comment ce système fonctionne, je vous assure que dans 30 secondes, vous aurez tous et toutes parfaitement compris de quoi on parle. Donc, avant tout, votre message est transformé en code binaire. Donc, une suite de 1 et de 0. Puis, les différentes couches ajoutent des informations très importantes comme l'adresse de destinataire, des contrôles de fiabilité et même des instructions sur comment gérer ce texte sur les ondes. Et ensuite, les couches travaillent ensemble pour gérer bien les ressources et s'assurer que votre message réussisse à survivre à ce voyage sans fil. Et toutes ces différentes séquences, ces étapes, c'est ce que l'on appelle la pile de protocoles de radio. Donc ce sont des règles, des mécanismes qui permettent la communication moderne. C'est ce que j'aime également penser comme une communication un peu complexe entre votre téléphone et le réseau. Et bien sûr, pour que cette conversation se passe bien, il faut que les orateurs parlent la même langue. Donc par exemple, si vous avez un téléphone Samsung qui parle à un réseau Nokia, il faut que chacun comprenne bien le message de l'autre, bien sûr.
Et donc, à notre sens, il devrait être possible pour les radios de développer leur propre protocole, leur propre langue ou langage d'une façon similaire à la façon dont les êtres humains ont développé leur propre langue. Ainsi, on sait qu'au début, les êtres humains communiquaient pour survivre. Puis, au fil du temps, notre langage est devenu plus complexe, plus sophistiqué, pour que l'on puisse s'accorder sur des concepts un peu plus abstraits, comme le prix d'une veste, par exemple. Et nous pensons que les systèmes radio devraient pouvoir faire la même chose et suivre une évolution similaire pour pouvoir créer d'eux-mêmes leur propre protocole de signaux. Cela permettrait d'avoir des réseaux plus intelligents, plus adaptifs, plus flexibles. Cela permettrait de réduire les coûts généraux, d'optimiser la performance et d'avoir ainsi des systèmes qui soient vraiment uniques aux différents cas pour lesquels ils sont utilisés. Donc, en pratique, c'est bien sûr complexe, c'est difficile. Il ne s'agit pas seulement d'appliquer un modèle d'apprentissage automatique sur un appareil. En réalité, il faut travailler avec l'ensemble de ces appareils. Et c'est d'ailleurs un peu compliqué parce que chaque appareil ne sait pas ce que les autres connaissent. Donc tous ces différents appareils doivent coopérer ensemble pour atteindre un objectif commun avec une visibilité tout à fait limitée. C'est ce que l'on appelle un processus multi-agent. Et c'est un scénario que l'on connaît bien, et on sait que l'apprentissage renforcé fonctionne bien et peut être appliqué ici à de nouveaux protocoles radio. Donc de manière générale, nous pensons que cette interface AI est accessible. Ça demandera du travail, mais c'est tout à fait, c'est quelque chose qui vaut le coup, parce que cela nous permettra de créer des systèmes radio qui sont uniques, qui nous permettront de faire ce que nous voulons faire sur des endroits et à des scénarios, l'appliquer à des scénarios spécifiques. Et en conclusion, on ne parle pas ici seulement d'améliorer légèrement les performances ou la couverture. En réalité, on parle ici de repenser complètement notre façon de concevoir des réseaux et nous permettrait d'avoir des systèmes qui nous permettraient d'atteindre des innovations en connectivité. Alvaro. Maintenant, on est quasiment tous des experts, un peu comme vous. En tout cas, on comprend mieux comment l'IA rebat les cartes quand on parle des communications. Il y a un autre sujet qu'on a beaucoup abordé aussi pendant ce summit, c'est le quantique. Alors, le quantique déchaîne un peu tous les superlatifs. Parfois, c'est un peu obscur aussi, tout le monde n'y comprend pas tout. Donc, on a vraiment besoin d'être éclairé sur le sujet. Ça tombe bien parce que vous êtes là. Ludovic Noiry, vous êtes chercheur au sein du laboratoire de recherche sur les réseaux et la sécurité des Nokia Bell Labs France. Et j'espère que grâce à vous, on va y voir un peu plus clair avec le quantique. Merci pour l'introduction. Donc, dans le cadre de cette session sur le centenaire des Bell Labs, je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment la seconde révolution quantique va nous mener vers les futurs réseaux quantiques, sujet sur lequel je travaille actuellement. Mais d'abord, je vais vous parler de la première révolution quantique qui concerne la manipulation d'un ensemble de particules, photoélectrons, par exemple, qui sont utilisés notamment avec les inventions technologiques des lasers et du transistor. Ici, vous voyez... Ici, vous voyez, par exemple, Shallow et Towns, qui ont été chercheurs au Bell Labs dans les années 50 et qui ont tous les deux eu chacun un prix Nobel. Et sur la photo de droite, vous voyez Bardeen, Shockley et Brattain qui ont inventé le transistor au Bell Labs et pour lequel aussi ils ont eu un prix Nobel. La seconde révolution, à la différence de la première, manipule des particules individuelles avec superposition et intrication quantique. Ici, donc les technologies qui émergent de cette seconde révolution sont les ordinateurs quantiques, les senseurs quantiques, les capteurs quantiques et aussi les systèmes de communication quantique tels que la cryptographie quantique et les réseaux quantiques. Donc vous voyez ici deux photos, les deux premières photos sont des photos d'ordinateurs quantiques chez IBM ou chez Pascal. Pascal est une entreprise française située près de chez nous à Massy, et ce qui montre que la France et la région parisienne sont très actives dans ce domaine-là.
La photo de droite montre un qubit quantique. Donc les qubits, ce sont des bits quantiques qui sont utilisés par les ordinateurs quantiques. Et ce qubit, c'est un qubit topologique tel qu'il est développé chez nous au Bell Labs aux États-Unis. Donc les ordinateurs quantiques vont mettre en danger la sécurité des télécommunications actuelles. Pour sécuriser les télécommunications, nous utilisons des systèmes de cryptographie et donc ce qu'on appelle des codes cryptographiques. Un des codes qui est intéressant est celui du code à masque jetable, qui a été inventé au début du XXe siècle et qui a été prouvé incassable en 1949 par Claude Shannon, un autre chercheur des Bell Labs, qui est inventeur de la théorie de l'information. Le problème avec ce code-là, c'est qu'il doit être aussi long que le message à crypter. Donc les ingénieurs ont inventé d'autres systèmes utilisant des codes plus courts, notamment le code RSA, dont la sécurité est basée sur la difficulté de factoriser les nombres entiers. Le problème est que Peter Shor, un autre chercheur des Bell Labs, a inventé un algorithme quantique en 1991 qui permet de factoriser très facilement les nombres entiers, pardon. Et cela met donc le développement des ordinateurs quantiques actuels met en danger les systèmes de communication actuels. Il faut donc trouver des solutions. Une des solutions est d'utiliser la cryptographie quantique. Avant de vous expliquer comment elle fonctionne, je vais vous parler des principes de la mécanique quantique qui sont appliqués pour cette cryptographie quantique. Les qubits sont encodés, peuvent être modélisés par des points sur une sphère. Et les mesures par un axe qui coupe cette sphère en 2 points. Si on mesure avec l'axe des Z, on peut mesurer donc deux valeurs, 0 ou 1. Mais si on mesure sur l'axe des Y, on mesure 2 autres valeurs, plus et moins. Donc le principe de superposition et de mesure quantique s'applique, et notamment si on est dans l'état plus, on a moitié de chance de mesurer 0, moitié de chance de mesurer 1. Le principe de complémentarité qui s'applique aussi pour la cryptographie quantique est qu'on ne peut pas mesurer en même temps l'axe des Z et l'axe suivant l'axe des Y suivant l'axe des X. Une mesure suivant l'axe des X va effacer ce que l'on savait si on avait fait une mesure avant sur l'axe des Z. Enfin, il y a l'intrication quantique qui intervient, qui correspond à la corrélation de mesures sur 2 qubits intriqués. On peut mettre des états de 2 qubits, on peut avoir des états de 2 qubits intriqués, tels que si on mesure sur l'axe des Z des 2 côtés, on mesure la même valeur des 2 côtés, 0, 0 ou 1, 1, mais pas 0, 1 ou 1, 0. Et sur l'axe des X, ça serait plus, plus et moins, moins. Donc si vous êtes intéressé par ces mystères, les mystères de la mécanique quantique, on a la chance dans le Paris Saclay Summit d'avoir une session en fin de cet après-midi à 16h30 avec Alain Aspect et Gilles Brassard. Alain Aspect a réalisé un dispositif expérimental pour les travaux qui lui ont permis d'obtenir le prix Nobel en 2022, qui sont réutilisables pour la cryptographie quantique. Et Gilles Brassard est l'un des inventeurs du premier système de cryptographie quantique, ainsi que de la téléportation quantique. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionnent les protocoles de distribution de clés quantiques. La cryptographie en général, c'est assurer la protection des échanges de données entre Alice et Bob en évitant qu'il y ait un intermédiaire, enfin un espion, que l'on appelle Eve pour eavesdropping en anglais, qui intercepte les communications et qui arrive à les décrypter. Donc la cryptographie quantique est basée sur la seconde révolution quantique aussi. Ça utilise les photons pour encoder les qubits. Le premier protocole donc, est celui créé par Bennett et Brassard donc, en 1984, que l'on appelle pour cela BB84. Alice prépare un qubit dans un des 4 états, l'envoie sur une fibre optique, et Bob va mesurer en choisissant au hasard l'axe des Z ou l'axe des X pour faire une mesure. Une variante a été inventée par ces 2 mêmes personnes plus David Mermin en 92,
où, au lieu d'utiliser un qubit envoyé par Alice vers Bob, là, on utilise une paire de qubits intriqués. Et Alice et Bob récupèrent chacun un qubit et fait des mesures aléatoires et indépendantes sur l'axe des Z et sur l'axe des X. En procédant de cette manière-là, si Alice, les lois de la mécanique quantique nous disent que si Alice et Bob mesurent avec le même choix d'axe, qui a été choisi au hasard par chacun d'eux, ils vont obtenir le même état quantique. Par contre, s'ils choisissent des axes différents, ils peuvent obtenir des choses différentes de leur côté. Donc, Alice et Bob ne vont conserver que les cas où ils auront choisi par hasard le même axe, et cela va leur permettre de créer une clé secrète à partager. Si un espion essaie d'intercepter le qubit et de faire une mesure et de renvoyer le résultat, par exemple intercepter le qubit qui va vers Bob et le renvoyer vers Bob, cela va perturber les mesures et Alice et Bob vont être capables de détecter qu'il y a un espion au milieu. Donc ça permet de sécuriser l'échange de clés entre Alice et Bob. Ces systèmes sont disponibles commercialement, il y a un grand nombre d'acteurs, comme vous pouvez voir avec cette suite de logos. Parmi eux, il y a notamment ID Quantique avec lequel Nokia a travaillé sur des essais terrain pour montrer la compatibilité des produits de distribution de clés quantiques avec nos produits de sécurité chez Nokia. Le problème de ces systèmes de cryptographie quantique, c'est la distance qui est limitée à une centaine de kilomètres. Donc pour faire cela, il faut mettre ça dans des réseaux avec des nœuds intermédiaires. Les liens sont sécurisés avec des systèmes de cryptographie quantique. Par contre, au niveau des nœuds, avec ces systèmes-là, les nœuds ne sont pas sécurisés parce qu'on repasse au niveau classique et du coup, des espions peuvent encore intervenir et intercepter l'information. Donc l'avantage, c'est d'étendre la distance, mais par contre, il faut faire donc confiance aux nœuds, d'où le nom de nœud de confiance pour ces solutions-là. Et il y a une seule application, c'est la cryptographie quantique. On arrive maintenant au futur réseau quantique. Donc, c'est des réseaux avec des répéteurs quantiques. La sécurité est assurée par les liens de transmission lesquels sont transmis des qubits intriqués de part et d'autre de chaque lien. Les nœuds sont sécurisés toujours avec la physique quantique grâce au transfert d'intrication par téléportation quantique de qubits intriqués. C'est ce que l'on appelle les répéteurs ou routeurs quantiques. L'intérêt supplémentaire à cette solution-là, c'est non seulement ça étend la cryptographie quantique, mais ça permet aussi d'autres types d'applications comme le calcul quantique à distance et le consensus quantique. Pour conclure, il y a encore beaucoup de challenges pour les futurs réseaux quantiques, notamment au niveau matériel pour réaliser des bons répéteurs quantiques et au niveau logiciel pour pouvoir contrôler et gérer ces réseaux. C'est ce sur lequel nous travaillons. C'est une recherche très long terme pour réaliser ces réseaux quantiques. Et là, je vous ai mis un lien en fait vers, si vous voulez en savoir plus par rapport à tout ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Ludovic. Ça nous donne matière à réfléchir et à nous faire quelques nœuds au cerveau quand même, malgré tout. On a le temps pour une question. Eh ben, on va continuer les échanges dans le hall. Et surtout, Patricia l'a évoqué d'ailleurs, il y a une exposition qui est au -1 et que je vous invite vivement à aller voir pour en savoir davantage sur toutes ces innovations et ces recherches. Merci beaucoup.